Vivre à crédit dans ouestfrance.fr du 20 avril 2025. Selon le Global Footprint Network qui compare tous les ans l'empreinte écologique de tous les pays du monde, la France, le 19 avril 2025, vit à crédit sur ses ressources naturelles. Si tous les pays du monde consommaient comme la France toutes les ressources que la Terre peut produire en une année, seraient épuisées en 3 mois et demi. Ce résultat est obtenu en prenant en compte la biocapacité d'un pays, soit sa capacité à produire des ressources et à absorber les déchets, dont le dioxyde de carbone émis par les activités humaines, et son empreinte écologique. Autrement dit, il prend en compte l'ensemble de ce qui est consommé par la population pour répondre à ses besoins, nourriture, bois, terrain, constructibles, etc. À partir du 19 avril 2025 jusqu'à la fin de l'année, nous maintenons notre déficit écologique en exploitant les réserves locales de ressources et en accumulant du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui empêche les écosystèmes de se régénérer. Un jour ou l'autre, il faudra d'une manière ou une autre rembourser ce crédit et ce ne sera pas sans douleur. Plus aucun requin dans nationalgeographic.fr du 16 avril 2025. Sea Island, une petite île au large de la baie False en Afrique du Sud, constituait autrefois l'une des rares destinations sur Terre où on pouvait observer de grands requins blancs. Depuis 2018, ils ont complètement disparu. Une nouvelle étude publiée le 25 mars 2025 dans Frontiers in Marine Science montre que cette disparition a des effets désastreux sur l'écosystème. Ils maintiennent en effet la santé des habitants marins en retirant les animaux faibles et malades de la chaîne alimentaire et en préservant l'équilibre. Depuis leur disparition, les proies des requins blancs, notamment les otaries et les requins planés, ont envahi la baie en grand nombre, risquant de ne plus trouver de quoi se nourrir. La régulation opérée par les requins blancs n'ayant plus lieu, le risque d'effondrement de l'écosystème est important. Plusieurs raisons sont invoquées pour expliquer leur disparition. Les filets anti-requins qui capturaient 25 à 30 spécimens par an, la présence d'orgues, sachant que le requin blanc est très fragile. Ces animaux ne deviennent en effet sexuellement matures que tardivement, les mâles dans la vingtaine et les femelles dans la trentaine, et ont des portées de 12 petits au maximum. Ainsi, une petite perte peut suffire à entraîner le déclin de la totalité d'une population. Freedom City, les enfants mal élevés de la Silicon Valley, dans uzbekerika.com du 17 avril 2025. Le 3 mars 2023, quelques mois après avoir annoncé sa candidature à la présidentielle, Donald Trump publie sur son réseau social Social Truth une vidéo qui condense en 3 minutes un semblant de programme aux accents futuristes. Il évoque notamment la construction de 10 villes de la liberté, Freedom Cities, pour raviver l'imagination américaine. Il indique que 10 projets seront retenus sur la base d'un concours et que les gagnants se verront attribuer une parcelle de terre appartenant au gouvernement pour mener à bien leur projet et bâtir un nouvel avenir américain. On pensait que le fantasme avait rejoint les oubliettes, mais le 10 avril 2025, d'après une enquête de l'agence de presse Reuters, plusieurs grands pontes de la tech californienne ont jeté leur dévolu sur le Groenland pour y construire une ville de la liberté. Entendez une cité technologique où aucune réglementation ne serait imposée aux libertariens et à leurs entreprises. Ce projet pourrait inclure un pôle d'intelligence artificielle, des véhicules autonomes, des lancements spatiaux, des micro-réacteurs nucléaires et un train à grande vitesse. On connaît l'envie infantile de Trump pour le Groenland qui avait envisagé de proposer à chacun des habitants une aide de $2000 par an pour rejoindre les États-Unis. Il n'est pas à exclure qu'il s'en passe du pays par la force, d'autant que cette île peuplée de 57 000 habitants regorge de terres rares. Parmi les discrets soutiens du projet Freedom City au Groenland, on retrouve un libertarien chevronné, Peter Thiel, fondateur de PayPal et proche de Trump, qui prône depuis des années la création de villes privées exemptées de réglementation et de taxes et qui investit notamment dans les projets de seasteading, ces cités flottantes et apatrides. Autre adepte du projet, le capital risqueur Marl Andreessen, conseiller informel du département de l'efficacité gouvernementale Doge d'Elon Musk, qui fait partie du consortium d'investisseurs technologiques California Forever, dont l'objectif est de construire une technocité utopique dans le comté de Solano. En outre, le 22 décembre 2024, Donald Trump a annoncé souhaiter que Ken Overy, ancien associé de Peter Thiel et proche d'Elon Musk, dirige l'ambassade des États-Unis au Danemark pour conduire les négociations afin de tenter d'acquérir le Groenland. L'investisseur Shervin Pishvar va jusqu'à prédire que l'expansion des frontières américaines vers le Groenland pourrait marquer l'aube d'une nouvelle destinée manifeste. Une nouvelle ère de colonisation territoriale, puisant ses racines dans la conquête de l'Ouest, qui a façonné l'histoire des États-Unis. Au boulot les mômes dans monsieurmondialisation.com du 14 avril 2025. Le très Trumpiste gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a proposé un projet de loi visant à faciliter le travail des enfants.
Rappelons que cet État, depuis des années, s'efforce de sévir contre les entreprises qui embauchent des immigrés sans papier, ce qui pose des problèmes aux employeurs locaux, qui cherchent désespérément des travailleurs pour occuper des emplois mal payés et peu prisés. Si la nouvelle loi était adoptée par l'Assemblée de l'État, les adolescents, dès l'âge de 14 ans, pourront travailler de nuit les jours d'école. Selon l'Organisation internationale du travail, créée en 1919, le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuisent à leur scolarité, santé, développement physique et mental. Selon les chiffres de l'UNICEF, 160 millions d'enfants sont victimes de travail forcé dans le monde. Ce chiffre est en hausse puisqu'au cours des 4 dernières années, 8,4 millions d'enfants supplémentaires ont commencé à travailler au détriment de leur santé. 112 millions travaillent dans le domaine de l'agriculture, 31,4 millions dans les services et 16,5 millions dans l'industrie. 80 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans exercent des travaux dangereux pour leur santé et leur sécurité. 28% des enfants âgés de 5 à 11 ans et 35% des enfants âgés de 12 à 14 ans qui travaillent ne sont pas scolarisés. En France, en 2023, l'inspection du travail a mené 400 interventions relatives au travail des enfants contre 546 les 6 premiers mois de l'année 2024. Pour 80% des interventions, il s'agissait de jeunes âgés de 14 à 16 ans qui travaillaient sans dérogation. Cependant, on remarque aussi de plus en plus de jeunes de 15 ans qui sous-louent des comptes sur Uber Eats et Deliveroo pour devenir livreurs. L'écologie est-elle devenue un spectacle dans Greenly.earth du 7 avril 2025 ? En 1967, Guy Debord publiait La Société du spectacle, une critique de la société contemporaine dominée par le spectacle. Le capitalisme moderne transforme le travail, les loisirs et la politique en marchandises, et celles-ci font l'objet du spectacle. Dès lors, les individus sont réduits au rôle de simples spectateurs passifs, privés d'expérience dans le réel. Aujourd'hui, Fanny Parise, directrice de recherche et autrice de l'ouvrage Les enfants gâtés chez Payot, précise que quand il perd en influence, le capitalisme fait preuve de plasticité et intègre les nouvelles critiques et préoccupations des individus. C'est ainsi que l'écologie est sortie d'une logique militantiste pour venir s'encapsuler dans le spectacle de la société de consommation avec des biens prêts à consommer et bons à penser. Ainsi, les COP, les congrès mondiaux sur l'environnement, les salons internationaux, les campagnes d'influence ou encore des discours politiques mettent en scène l'écologie qui devient un objet médiatique, un spectacle. Les marques sont devenues éco-responsables, les femmes et les hommes du spectacle s'emparent des sujets environnementaux comme Mélanie Laurent, Marion Cotillard ou encore Leonardo DiCaprio. Ces personnes de la scène nous invitent à décélérer alors qu'elles continuent à se déplacer en jet privé ou encore se targuent de contrebalancer leur trajet en avion en payant le surplus compensation jadis proposé par EasyJet, depuis condamné pour greenwashing. Si nous revenons à la pensée de Guy Debord, la mise en scène des questions environnementales fait de nous des spectateurs dans la salle qui nous privent de l'expérience. Désormais, nous consommons de l'écologie et c'est ce qui est recherché pour que nous ne nous mêlions pas de ce qui nous regarde. Dans son essai Commentaires sur la société du spectacle paru en 1988 aux éditions Gérard Lebovici, on peut lire ceci. Le spectacle moderne est le règne autocratique de l'économie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable et l'ensemble des nouvelles techniques de gouvernement qui accompagnent ce règne. Pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.